Depuis 1997, la crise à l'est de la RDC n'en finit pas de déplacer sur les routes des milliers de réfugiés fuyant les combats, tandis que les femmes et les filles victimes de violences sexuelles commises par ces milices sont abandonnées à leur sort. Après des décennies d'impunité, les bourreaux devront désormais payer pour leurs crimes. Rebecca Boao, bonjour. Bonjour Denise. Vous êtes l'auteur de la thèse vers un modèle évolué de prise en charge des victimes des violences sexuelles basé sur le genre, commises en période de conflit armé, le cas de la République démocratique du Congo. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à vous pencher sur cette problématique qui semblait être ignorée de la communauté internationale? Je suis une femme engagée, je suis magistrat, je suis présidente de l'association Mibeko, c'est une association de défense des droits des femmes. Et donc, j'ai abordé cette problématique dans le cadre de mon engagement. J'ai participé également à l'élaboration au niveau international à des réformes sur la prise en charge de l'approche genre et surtout la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles. Quelle est la particularité du mécanisme que vous proposez justement dans cette thèse? Un tribunal pénal de réparation et une commission vérité et réconciliation, mais est-ce que ça pourra faire bouger les lignes? Les violences sexuelles qui ont été commises en RDC depuis 1996, comme vous l'avez dit, n'ont pas encore reçu une réparation, une répression. Et même le mécanisme de réparation est encore à la recherche. Les chercheurs, les politiques sont en quête de solutions appropriées pour répondre aux attentes des victimes des violences sexuelles. Donc, telle a été la problématique. Ils sont utilisés comme une arme de guerre. Comme une arme de guerre, comme une stratégie de guerre qui a fait des millions Aujourd'hui, on peut parler en termes de millions de victimes avec ce qui se passe à l'est de la RDC, notamment à Goma. Et donc, nous nous sommes penchés sur cette problématique et dans le cadre de la quête de la réponse, notamment la mise en œuvre de la justice transitionnelle, nous avons donc penché notre réflexion sur la question des violences sexuelles en considérant que les violences sexuelles est une infraction autonome, en ce sens que, en raison de l'ampleur des victimes, en raison également des préjudices que les victimes subissent, qui les plonge dans un état de vulnérabilité, et en raison également de l'internationalisation des conflits armés, c'est-à-dire de l'implication des États dans la guerre. Et nous avons pensé qu'un mécanisme de justice transitionnelle fondé sur le principe de prééminence de la réparation sur la répression correspond aux attentes des victimes. Il s'agit en réalité d'un mécanisme qui est fondé sur deux principaux piliers, le pilier judiciaire et le pilier extrajudiciaire. Une commission vérité-réconciliation est-elle envisageable et souhaitable? La justice transitionnelle comporte 4 piliers fondamentaux. Le tout premier pilier, c'est le pilier de vérité, réconciliation. Le second pilier, c'est le pilier de la répression des auteurs. Alors, le troisième pilier, c'est le pilier de la réparation. Et le tout dernier pilier, c'est le pilier qui porte les mesures de garantie de non-répétition. Nous avons focalisé notre analyse sur 3 piliers fondamentaux en raison de la persistance des conflits armés à l'est de la RDC. On ne peut pas parler des mesures de garantie de non-répétition si les conflits continuent à être en cours à l'est de la RDC, parce que je pense que la haute mesure de garantie de non-réparation serait l'arrêt total des hostilités à l'est de la RDC. Mais comment expliquez-vous, Rebecca Boao, que depuis 1997, cette question reste sans réponse, malgré le nombre de victimes impressionnant? Mais oui, bon, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a des jeunes filles, mais il y a même des enfants. Il y a même les hommes. Il y a des hommes qui ont été victimes des violences sexuelles.
Et comme les victimes de violences sexuelles, je le dis toujours, ce sont des victimes invisibles, pour le savoir, il faut vraiment se rapprocher des victimes, les écouter et écouter leur douleur. Voilà. Et donc, par rapport à cela, nous avons proposé un mécanisme judiciaire fondé sur 2 juridictions, les chambres judiciaires spécialisées qui seraient créées au sein du système judiciaire national, qui aurait 2 fonctions. Et là qu'on pourrait parler d'un tribunal spécial pour la RDC. Non. Le tribunal spécial pour la RDC vient en renfort des chambres judiciaires spécialisées qui sont des juridictions nationales qui doivent répondre à 2 fonctions. La fonction de répression, qui est contentieuse, et la fonction de réparation, et avec un fonds national de solidarité qui viendrait en appui au droit à réparation des victimes. Et l'indemnisation des victimes. Et l'indemnisation des victimes et autres mesures de réparation intégrale. Parce que dans le cadre de la norme internationale, on parle de la réparation intégrale, même si c'est utopique, mais on arrive quand même à faire tant soit peu que les victimes soient prises en charge. Maintenant, le tribunal pénal spécial à caractère international pour la RDC est une juridiction qui vient, en quelque sorte, garantir l'efficacité de la répression en raison du caractère international des conflits armés qui impliquent les belligérants de nationalités étrangères et qui se seraient en fuite, qui se retranchent, qui fuient la justice en quelque sorte. Mais comment expliquer que ce tribunal pénal spécial pour la RDC n'ait jamais vu le jour alors que le conflit date de 1997. Mais on est toujours à la quête de la solution appropriée. C'est ça le problème. Mais une solution qui semble traîner des pieds. Mais ça vient. Il y a un manque de volonté. On dirait qu'il y a un manque de volonté de régler ce conflit. Mais le contexte de la RDC est très, très complexe, Madame Hipoté. C'est très complexe. Il y a beaucoup d'implications là-dessus. Au niveau des Nations Unies, les Nations Unies n'ont plus, en quelque sorte, la volonté de créer des juridictions pleinement internationales selon le modèle du tribunal pénal international pour le Rwanda ou le tribunal pénal international pour la ex-Yougoslavie. En ce moment, les Nations Unies accompagnent les États dans la création des juridictions hybrides à caractère national. Or, le cas de la RDC ne pourrait pas, en raison de l'implication justement des étrangers, des États, des belligérants étrangers, ne peut pas répondre aux juridictions à caractère national, même si elles sont hybrides. Mais c'est pour cela que moi je propose dans ma thèse la création du tribunal pénal spécial pour la RDC, créé sur fond d'un accord tripartite entre la RDC, l'Union africaine et le secrétaire général des Nations Unies. Et cet accord devrait être entériné par une résolution du Conseil de sécurité afin d'attribuer le caractère international à cette juridiction hybride. J'ai suivi l'interview du procureur général de la CPI. Il propose également ce même modèle, le modèle du tribunal hybride, à l'instar du modèle du tribunal spécial pour la Sierra Leone à caractère international qui donnerait la capacité à cette juridiction de traquer, comme j'ai dit tout à l'heure, les belligérants étrangers. On connaît tous le docteur Denis Mukwege, célèbre médecin qui s'est engagé justement pour accompagner toutes ces victimes de violences sexuelles à l'est de la RDC, qui a remporté d'ailleurs le prix Nobel de la paix. Et malgré cette notoriété internationale, le cours de l'histoire n'a pas changé. Est-ce que malgré tout vous restez optimiste ? Je suis totalement optimiste. Le docteur Mukwege nous a apporté une expérience empirique extraordinaire. Et c'est à partir de cette expérience du docteur Mukwege et de l'expérience en matière de réparation des préjudices de la CPI que j'ai pu dégager le principe de prééminence des réparations sur la répression. Il est question d'abord de prendre en charge les femmes, de les soigner pour qu'elles soient aptes à affronter le parcours judiciaire qui est totalement Lui, il parle laborieux. même de les réparer. Voilà. Oui. En fait, c'est le processus de réparation qui aboutit en quelque sorte à la restauration des femmes
à leur dignité, à ce qu'on appelle au repositionnement des femmes dans la société, au relèvement des femmes. Et c'est un processus très laborieux. Et le docteur Mukwege, lui, il le place sur 4 piliers. Les soins physiques, c'est-à-dire médicaux, et l'accompagnement psychologique, l'accompagnement socio-économique. Et ce n'est qu'à la fin, lorsque les victimes sont rétablies mentalement, physiquement, qu'on peut voir avec elles comment aborder le processus judiciaire qui est très complexe. Et donc, moi, j'ai proposé une démarche qui est totalement inédite, qui consiste à ce que les femmes portent plainte. Ils ont ce qu'on appelle en droit le droit d'option évolué qui permet à la femme d'avoir la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile devant le procureur de la République et en même temps de saisir la chambre judiciaire gracieuse pour demander l'accès au droit à réparation, tout simplement sur la base de la preuve qu'elles ont été victimes des violences sexuelles et que ces violences sexuelles sont en lien avec les conflits armés. Elles sont donc des victimes innocentes de la défaillance de l'obligation régalienne de sécurité. Et c'est pour cela que dans le cas de la RDC, le gouvernement de la RDC a fait adopter la loi de réparation de ces victimes sur ce qu'on appelle le principe de solidarité nationale, une responsabilité sans faute. Quel est le message que la femme engagée que vous êtes et la magistrate souhaitent transmettre à ces victimes qui jusqu'ici étaient des victimes invisibles? Je voulais leur dire que le combat est dur, le parcours est laborieux. Et long. Et là, on va y arriver avec leur volonté, parce qu'il était question qu'elles ne meurent pas. Il fallait qu'elles soient en vie pour témoigner de l'horreur qu'elles ont subie. Et moi, je profite de cette tribune pour interpeller les Nations Unies. Les Nations Unies ont toujours été des alliés indéfectibles des femmes dans la quête de leur dignité. Aujourd'hui, les femmes en RDC, on peut parler aussi du Soudan, aussi sont victimes des atrocités, ces femmes qui sont mères et qui voient leurs enfants être massacrés, qui sont épouses, qui voient les maris être massacrés, qui se trouvent à la fois fragilisées et veuves, avec autant de responsabilités, alors qu'elles n'ont généralement pas de moyens financiers, sont dépourvues de moyens pour financiers. Pour porter la famille. Pour porter cette famille-là, elle demeure debout. Elle a besoin du soutien de la communauté internationale. Et que les enquêtes qui vont être diligentées par le Conseil des droits de l'homme et que les enquêtes diligentées également par le procureur général de la CPI aboutissent afin que les mécanismes de répression soient mis en action et que les auteurs soient sanctionnés. Rebecca Boa, je vous remercie. Merci, Madame Epoté.